Chapitre 41. Je demande pardon de la digression, au reste elle nous a conduits à Brassoir. Au bruit de notre voiture, monsieur Moquet accourut pour nous recevoir. C'était un de ces riches fermiers à l'hospitalité antique qui, à chaque fois qu'il y avait chez lui une de ces chasses gigantesques réunissant tous les chasseurs des environs, tuait un cochon, un veau et un mouton. D'ailleurs, homme d'esprit, d'instruction, habile à la théorie et à la pratique, et passant pour avoir les plus beaux mérinos qu'il y eût à 20 lieues à la ronde. Un splendide souper nous attendait. Il va sans dire qu'un chasseur qui se présentait comme moi, simple conscrit, avec des états de service sur lesquels étaient portés pour toute recommandation 6 alouettes et une perdrix, fut l'objet des brocards de toute la compagnie, brocards auxquels monsieur Moquet, en sa qualité d'hôte, eut le bon esprit de ne point prendre part. Seulement, en nous levant de table, « Laissez faire, me dit-il tout bas, je vous placerai aux bons endroits, et il ne tiendra pas à moi que demain soir, ce ne soit vous qui vous moquiez d'eux. » « Soyez tranquille, répondis-je avec cette charmante confiance qui ne m'abandonnait jamais, je ferai de mon mieux. Le lendemain, à 8 heures du matin, tous les chasseurs étaient réunis, et une trentaine de paysans des environs faisaient queue à la grande porte de la ferme. C'étaient les rabatteurs. Les chiens hurlaient à faire pitié. Ils comprenaient, ces pauvres animaux, que dans ces chasses-là, ils n'avaient rien à faire. À peine en prenait-on un ou deux, choisis parmi les plus rudes jarrets de la troupe, pour les lâcher sur un lièvre blessé et menaçant de gagner la forêt. Ceux-là avaient d'ordinaire un homme spécialement attaché à leur service et, à part les courts moments où ils étaient lâchés, demeuraient rigoureusement en laisse. La chasse commençait à la sortie de la ferme. Monsieur Moquet expliqua au chef rabatteur le plan général de la journée, se réservant de lui faire connaître à son moment le plan particulier de chaque battue. Je fus placé à 100 pas de la ferme dans un ravin sablonneux. Les enfants, en jouant, avaient creusé un grand trou dans le sable. Monsieur Moquet m'indiqua ce trou et m'invita à m'y blottir, m'affirmant que si je ne bougeais pas, les lièvres viendraient m'y réchauffer les pieds. Je n'avais pas grande confiance dans la localité. Cependant, comme M. Moquet commandait en chef l'expédition, il n'y avait pas d'observation à faire. Je m'affaissai dans ma cachette, quitte à en sortir comme une surprise si l'occasion se présentait. Le rabat commença. Au premier cri, poussé par les rabatteurs, 2 ou 3 lièvres se levèrent, et, après avoir balancé un moment pour savoir quel chemin suivre, ils se mirent, comme les 3 curiaces, à prendre des distances inégales les uns des autres vers la route de mon ravin. J'avoue que lorsque je les vis venir à moi aussi directement, comme s'ils se fussent en effet donné rendez-vous dans le trou où j'étais caché, un éblouissement me passa sur les yeux. À travers cette espèce de voile étendue entre eux et moi, je les voyais s'avancer rapidement. À mesure qu'ils s'avançaient, mon cœur battait plus fort. Il faisait 6 degrés au-dessous de zéro, et l'eau me coulait sur le front. Enfin, celui qui faisait tête de la colonne parut prendre résolution le parti de me charger, et vint droit à moi. Depuis le moment de son départ, je le tenais en joue. J'aurais pu le laisser approcher à 20 pas, à 10 pas, à 5 pas. Je n'en eus pas la force. À 30 pas à peu près, je lui lâchai mon coup en plein visage. Le lièvre fit à l'instant même un tête-à-queue des plus significatifs et commença une série de cabrioles véritablement fantastiques. Il était évident qu'il était touché. Je bondis hors de mon trou comme un jaguar en criant « Ah, il y est, il en tient, lâchez les chiens! Ah, brigand, ah, coquin, attends, attends !» Le lièvre entendait ma voix et n'en faisait que de plus extravagants écarts. Quant à ses 2 compagnons, l'un rebroussa chemin et força les rabatteurs, l'autre prit son parti et passa si près de moi que, n'ayant plus rien dans mon fusil, je lui jetai le fusil lui-même. Mais cette agression incidente ne m'avait pas détourné de la poursuite principale. J'étais lancé sur mon lièvre qui continuait à se livrer à la gymnastique la plus incohérente et la plus effrénée, ne faisant pas 4 pas en ligne droite, sautant de ci, sautant de là, bondissant en avant, bondissant en arrière.
Trompant tous mes calculs, comme mon père avait trompé ceux du caïman, en courant à droite, en courant à gauche, s'échappant quand je croyais le tenir, gagnant 10 pas sur moi, comme s'il n'avait pas la moindre égratignure, puis tout à coup rebroussant chemin et venant me passer entre les jambes. On eût dit une gageure. Je ne criais plus, je hurlais. Je ramassais des pierres et les lui jetais. Quand je me croyais à sa portée, je me laissais tomber à plat ventre, espérant le prendre entre moi et la terre comme un trébuchet. J'apercevais au loin, à travers une sorte de nuage, les autres chasseurs, moitié riants, moitié furieux. Riant de l'exercice auquel je me livrais, furieux du bruit et du mouvement que j'apportais au milieu de la battue et qui faisait rebrousser chemin à tous les lièvres. Enfin, après des efforts inouïs, j'attrapais le mien par une patte, puis par les deux, puis par le milieu du corps. Il jetait des cris de désespéré. Je le pris contre ma poitrine, comme Hercule avait fait Dantès, et je regagnai mon trou, tout en ayant soin de recueillir en passant mon fusil, gisant sur le chemin déjà parcouru par moi. De retour à mon domicile, je pus examiner mon lièvre avec attention. Cet examen m'expliqua tout. Je lui avais crevé les yeux sans lui faire aucune autre blessure. Je lui allongeai sur la nuque ce fameux coup qui lui servit comme lièvre, quoi qu'Arnal l'ait appelé le coup du lapin. Puis je rechargeai mon fusil, le cœur tout bondissant, la main toute tremblante. Il me sembla bien que la charge était un peu forte, mais j'étais sûr du canon, et cet excédent de 4 ou 5 lignes me donnait la chance de tuer de plus loin. À peine étais-je replacé que je vis un autre lièvre venant droit à moi. J'étais guéri de la manie de tirer en tête. D'ailleurs, celui-là promettait de me passer en plein travers à 25 pas. Il tint sa promesse. Je l'ajustai avec plus de calme qu'on eût pu m'en demander, et fis feu, convaincu que j'avais ma paire de lièvres. L'amorce brûla, mais le coup ne partit point. C'était un malheur. J'essayais un de ces jurons qui allaient si bien à M. de Violaine, mais je lâchais à moitié. Il ne m'allait pas du tout à moi. Je n'ai jamais su jurer, même dans mes plus grands moments de colère. J'épinglai mon fusil, je l'amorçai et j'attendis. Décidément, M. Moquet ne m'avait pas trompé. Un troisième lièvre venait sur les traces de ses devanciers. Comme le dernier, il me passa en plein travers à 20 pas. Comme le dernier, je l'ajustai, et quand je le tins bien au bout de mon canon, j'appuyai le doigt sur la détente. L'amorce seule brûla. J'étais furieux, c'était à en pleurer de rage, d'autant plus qu'un quatrième lièvre arrivait au petit trot. Il en fut de celui-là comme des deux autres, il y mit toute la complaisance et mon fusil tout l'entêtement possible. Il passa à 15 pas de moi, et pour la troisième fois, mon fusil brûla son amorce, mais ne partit point. Non, cette fois, je pleurais véritablement. Un bon tireur, posté à ma place, aurait tué 4 lièvres. Moi, débutant, j'en eusse certainement tué 2. C'était la fin de la battue. M. Moquet vint à moi. Placé comme je l'étais dans un fond, les autres chasseurs n'avaient pu voir le triple accident qui m'était arrivé. Ils venaient s'informer, voyant tous les lièvres me passer sur le corps et n'entendant aucune détonation, ils venaient s'informer si j'étais mort ou endormi. J'étais tout simplement désespéré. Je lui montrai mon fusil. « Il a brûlé l'amorce 3 fois, monsieur Moquet, lui criai-je d'une voix lamentable. 3 fois sur 3 lièvres. Raté ou brûler l'amorce ?» demanda M. Moquet. « Brûler l'amorce ? Que diable peut-il y avoir à la culasse ?» M. Moquet hocha la tête, puis, en vieux chasseur à qui rien ne manque, il sortit de son carnier un tire-bourre, l'emmancha à l'extrémité de la baguette, tira d'abord la bourre de mon fusil, puis le plomb, puis la seconde bourre, puis la poudre, et puis, après la poudre, un demi-pouce de terre qui, lorsque j'avais jeté mon fusil après le lièvre, était entré dans le canon, et que j'avais repoussé au fond de la culasse en appuyant ma première bourre sur la poudre. J'eusse tiré 100 lièvres que mon fusil eût raté 100 fois. Fragilité des choses humaines. Sans ce demi-pouce de terre, j'avais 2 ou 3 lièvres, j'étais le roi de la battue. Tous les lièvres m'étaient passés, excepté un seul qui était passé à M. Dumont de Morienval et que M. Dumont avait tué.
Mon bonheur s'était épuisé dans cette première battue, on en fit 10 autres, et pas un lièvre ne passa plus à ma portée. Je rentrai harassé. J'avais tué mon lièvre à 100 pas de la ferme. Monsieur Moquet avait voulu l'y envoyer tout de suite, mais je n'avais pas voulu m'en séparer ainsi. Je l'avais porté sur mon dos pendant 8 ou 10 lieues. Il va sans dire qu'au milieu des railleries qui brodent toujours un dîner de chasseurs, une bonne part fut envoyée à mon adresse. Les évolutions auxquelles je m'étais livré, tous les lièvres me passant, par cette intuition que mon fusil était chargé avec de la terre, aucun lièvre ne me passant plus du moment où mon fusil se trouvait en état. Tout cela sans compter mon visage griffé par le lièvre dans mon corps à corps avec lui, tout cela était un admirable texte à quolibets. Mais une chose me fit oublier toutes ces railleries et tous ces quolibets pour me plonger dans l'extase d'un ineffable bonheur. La série de plaisanteries dont j'avais été l'objet s'était terminée par cette phrase de M. de Violaine. « N'empêche, je t'emmènerai jeudi à la chasse aux sangliers pour voir si tu prendras à bras le corps ces messieurs-là comme tu prends les lièvres. »« Bien vrai, cousin, bien vrai. Mais la parole d'honneur ? » Parole d'honneur. Et ma joie avait été si grande à cette promesse que j'avais quitté la table et que j'étais allé dans la cour agacer un magnifique taureau qui ne songeait nullement à moi et qui, lassé de mes agaceries, m'eût éventré si je ne fusse pas rentré dans la cuisine en sautant par-dessus une de ces demi-portes à claire-voie comme il y en a dans presque toutes les fermes. Le taureau me suivait de si près qu'il passa la tête au-dessus de la demi-porte et poussa un rugissement qui fit retentir toute la maison. Mais madame Moquet prit tranquillement dans la cheminée un tison tout brûlant et alla le mettre sous le nez du taureau, lequel se retira pendant 5 ou 6 pas à reculons, fit 4 ou 5 bonds gigantesques et disparut dans l'étable. Je n'avais pas l'habitude de me vanter de ces sortes de prouesses. Au contraire, quand quelque chose pareil m'arrivait, je reprenais aussi vite qu'il était possible ma tranquillité et rentrais dans l'endroit d'où j'étais sorti, les mains derrière le dos, comme Napoléon, en chantant Fleuve du Tage ou Partant pour la Syrie, romance fort à la mode à cette époque, d'une voix presque aussi fausse que l'était celle du grand roi Louis XV. Et malheureusement, le domestique de M. de Violaine, m'avait vu, de sorte que ma légèreté à sauter les barrières fut, pendant 15 jours, l'objet des félicitations ironiques de Cécile, d'Augustine et de Félix. Heureusement que Louise ne pouvait pas encore parler, sans quoi elle s'en fût bien certainement mêlée comme les autres. Attenait la voiture de son maître, car forcé d'être le lendemain de très bonne heure à l'inspection, M. de Violaine préférait revenir de nuit. Il faisait d'ailleurs un magnifique clair de lune. M. Moquet fit à M. de Violaine 1000 instances pour qu'il restât, mais c'était un parti pris, et M. de Violaine insista pour qu'on se mît en route le soir même. Il y avait chez M. Moquet une habitude que j'ai rarement retrouvée, même dans les maisons qui se piquent d'aristocratie. C'est que, les chasseurs partis, jamais une pièce de gibier ne restait à la ferme. Chacun avait, dans sa caisse de voiture, dans sa bourriche ou dans sa carnassière, sa part de gibier faite par le maître de la maison. Lui seul était toujours oublié. En arrivant à Villers-Cotterêts, nous trouvâmes 7 lièvres dans les coffres de la voiture. Il y en avait eu 39 de tués en tout. Qu'on me permette de consigner ici cette étrange preuve d'amour d'une chienne pour ses petits. À Figaro, ce chien si spirituel qu'avait mon beau-frère lorsque je fis sa connaissance, chien qui montait la garde, qui dansait le menuet, qui saluait les gendarmes et montrait son derrière aux gardes champêtres, avait succédé une charmante chienne braque nommée Sabine. Elle n'avait aucun des talents de feu Figaro, seulement elle arrêtait et rapportait d'une façon merveilleuse. Mon beau-frère l'avait laissée à la maison pour 2 motifs. Le premier, c'est qu'un chien d'arrêt est un accessoire plus gênant qu'utile, en battu. Le second, c'est qu'elle était tellement pleine qu'elle se trouvait hors de service. Notre étonnement fut donc grand quand, en rentrant à la ferme à la fin de la chasse, Victor vit Sabine qui venait tranquillement au-devant de nous. Elle était parvenue à s'échapper et avait instinctivement, avec cette merveilleuse divination des animaux, suivi son maître.
Au moment de partir, on appela Sabine, mais Sabine ne parut point. On chercha alors, et l'on trouva la pauvre bête dans un coin de la cour, où elle venait de mettre bas 3 petits. Comme Victor n'avait aucunement envie de faire des élèves, il pria le fils de M. Moquet de faire un trou dans un tas de fumier qui était devant la porte et d'y jeter les 3 chiens. Ce qui avait été dit avait été fait, malgré les gémissements de la pauvre Sabine, que l'on fut obligé d'attacher à la banquette de la voiture pour être sûr qu'elle revînt à Villers-Cotterêts avec nous. Sabine pleura un instant, mais au bout de quelques minutes, elle se coucha sous nos jambes et sembla avoir tout oublié. Seulement, lorsque nous arrivâmes à notre porte, force fut de détacher Sabine. Sabine sauta de la voiture à terre sans user de marchepied et reprit au grand galop la route de Brassoir. Mon beau-frère l'appela, la siffla, mais inutilement. Plus il appelait, plus il sifflait, plus Sabine redoublait de rapidité. Il n'y avait pas à courir après elle à pareille heure, il était minuit. Victor la recommanda à Diane Chasseresse et nous rentrâmes en ayant soin de laisser la porte de l'allée ouverte pour que Sabine pût regagner sa niche si par hasard il lui prenait la fantaisie de revenir. Le lendemain, le premier de nous qui se leva retrouva Sabine dans sa niche. Elle était couchée et avait ses 3 chiens entre ses pattes. Elle avait été les chercher à Brassoir, et comme elle n'avait pu en rapporter qu'un entre ses dents à chaque voyage, il était évident qu'elle avait fait 3 voyages. Il y avait 3 lieues et demie de Villers-Cotterêts à Brassoir, c'était 21 lieues que Sabine avait faites pendant la nuit. En récompense de son dévouement maternel, on lui laissa ses 3 chiens.